Août 1939. Le plus grand coup de théâtre du siècle a lieu à Moscou et à Berlin. Staline et Hitler, les deux adversaires irréductibles des années 30, les deux chefs charismatiques des révolutions opposées, communistes et national-socialistes, décident d'enterrer la hache de guerre et de faire route désormais côte à côte, sinon ensemble. Le pacte germano-soviétique sera désormais scellé dans le sang de la Pologne, l'oppression des pays baltes, l'humiliation de l'armée japonaise en Mandchourie. Car à peine l'encre séchée, chacun vaque à vive allure vers ses occupations. La guerre. Hitler peut rayer la Pologne de la carte en 2 semaines de combat. Staline envoie le maréchal Zhukov infliger au Japon sa première défaite militaire aux confins de la Mongolie. Le pacte germano-soviétique est le renversement de politique le plus choquant, le plus cynique de toute l'histoire du mouvement communiste. Il jette une grande ombre sur la réalité de la plus grande épopée des communistes européens, l'antifascisme, ainsi poignardé par les calculs glacés des diplomates du Kremlin. Bientôt Trotsky, dernier symbole de la génération bolchevique, celle de 1917, paiera de sa vie, à Mexico, ses dénonciations du pacte qui correspondent aux sentiments de toute sa génération. Il est minuit dans le siècle, dira le vieux révolutionnaire Victor Serge, son compagnon, depuis les ténèbres de son exil mexicain. Reste à comprendre le pourquoi d'un tel revirement, et d'abord à retracer le film des événements. À quel moment intervient le pacte ? Depuis la remilitarisation de la Rhénanie au printemps 1936, Hitler a multiplié victorieusement agressions et coups de force. Ses spécialistes militaires participent massivement à la guerre d'Espagne en 1937, aux côtés de Franco. En mars 1938, Hitler annexe brutalement l'Autriche, puis à Munich, en septembre 1938, orchestre le dépeçage du territoire tchécoslovaque avec l'assentiment angoissé de la France et de l'Angleterre qui préfèrent ainsi éviter une nouvelle guerre européenne. Lorsqu'en mars 1939, le Führer démontre avec le démantèlement et l'annexion de la Tchécoslovaquie qu'aucun compromis n'est en fait possible, Londres et Paris, le cœur lourd, se résignent enfin à barrer la route à l'Allemagne, mais fort tard. Ils accordent néanmoins leur garantie commune à la Pologne, la plus menacée, et également à la Roumanie et à la Grèce. Mais fort de ses succès antérieurs, Hitler n'hésite pas un seul instant à s'attaquer cette fois-ci à la Pologne. L'Union soviétique, de son côté, n'a officiellement jamais cessé de plaider pour la formation d'une vaste coalition anti-hitlérienne. Mais en réalité, Staline n'accorde plus guère de crédit à la détermination toute récente des Français et des Anglais. Et de plus, il est sceptique quant à leur volonté de résistance à Hitler. La délégation militaire commune envoyée à Moscou pour tenter de renouer une alliance contre le péril est d'ailleurs de petit niveau. Fidèle à son approche machiavélienne, Staline mène 2 négociations à la fois. Le 23 août 1939, c'est le renversement inattendu. Les 2 dictateurs signent le pacte germano-soviétique. Il s'agit d'un accord de non-agression valable 10 ans, complété d'un protocole secret qui assure un nouveau partage de toute l'Europe de l'Est en 2 zones d'influence. Le 1er septembre, l'Allemagne se rue sur la Pologne. Le 3, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Reste pour leur gouvernement d'alors, mais aussi pour les historiens d'aujourd'hui, à comprendre le pourquoi de ce grand bouleversement stratégique et en premier lieu, comment Staline, chef du mouvement communiste mondial, a-t-il pu en venir à s'entendre avec Hitler, dont toute la politique internationale tourne autour de l'anticommunisme. Depuis l'automne 1939, 2 thèses parfaitement incompatibles s'affrontent pour expliquer le déroulement des événements. Première thèse, la thèse soviétique et communiste orthodoxe, qui, plus ou moins nuancée ou atténuée, trouve encore preneur aujourd'hui. Staline aurait d'abord cherché de bonne foi à endiguer la marée hitlérienne avec l'aide des Occidentaux et même, jusqu'en 1936, de Mussolini lui-même. Puis convaincu que Chamberlain, le Premier ministre britannique, ne voulait à Munich que détourner le choc de l'Allemagne nazie sur l'Union soviétique sans envisager d'alliance véritable, il sonde encore une dernière fois les intentions des Occidentaux au printemps 1939. Devant leur fort insuffisante réponse, il opte alors, et alors seulement, pour une stratégie défensive. Le pacte de non-agression avec l'Allemagne lui permet de gagner près de 2 ans et de meilleures frontières géographiques pour se préparer à arrêter l'inévitable agression de l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique. Cette vision fait de Staline un homme acculé par les atermoiements des démocraties et qui ne se serait décidé qu'au dernier moment, parce qu'au fond, l'Occident ne lui laissait guère le choix. On
On peut objecter à cette véritable apologie de Staline deux éléments peu compatibles avec un tel récit tout à son avantage. Tout d'abord, le manque de préparation totale de l'Union soviétique au moment de l'agression allemande le 22 juin 1941. Quelle en est la signification? Certes, Staline a bien vu qu'après la chute de la France, Hitler avait retourné son dispositif militaire vers l'Est. Mais il a continué jusqu'au bout à penser qu'il pouvait s'entendre avec Hitler. Le jour de l'agression, le 22 juin 1941 au matin, il croira même quelques heures à une provocation de certains généraux allemands hostiles au Führer avant de devoir se rendre à l'évidence. Les dizaines de rapports de l'espionnage soviétique tels celui circonstancié de l'espion Zorge depuis le Japon sont tous allés au panier. Ainsi, Staline n'a pas mis ces 2 années de répit négocié à profit pour renforcer ses armées et se préparer vraiment à l'agression nazie. Deuxièmement, en y regardant de plus près, on découvre peu à peu que dès les années 30, Staline n'a pas cessé de courtiser l'Allemagne nazie et de lui envoyer, en particulier par l'intermédiaire de la légation commerciale de l'Union soviétique à Berlin et de son chef Kandelaki, des signaux de bonne volonté, tout en se protégeant par des alliances de revers avec la France et la Chine, signées respectivement en 1935 et 1936. D'où une seconde thèse. Staline n'a pas cherché par le pacte à gagner du temps. Il a pensé organiser avec Hitler une véritable coexistence pacifique des deux empires pour une assez longue durée. Staline a donc voulu le pacte germano-soviétique bien avant Munich. En fait, dès 1936, comme une solution politique durable à des problèmes intérieurs. Staline, en effet, à cette époque, craignait sa propre armée, qu'il ne contrôlait pas encore totalement, et surtout son chef tutélaire, le maréchal Tuchatchevski. Il voulait se débarrasser de ce facteur d'instabilité que représentait le danger bonapartiste de brillants maréchaux qui ne le respectaient pas ni n'approuvaient toutes ces violences. En cassant son épée dès 1937, Staline indiquait en fait à beaucoup de monde qu'il ne voulait plus faire la guerre à Hitler. Nombreux sont en Allemagne les stratèges qui en ont tiré toutes les conséquences. Mais il y a bien davantage encore. Staline a commencé dès ce moment-là à s'assurer la complicité des nazis. D'une part, en éliminant Tuchatchevski, il détruisait le gros des partisans de l'alliance avec l'Ouest. Mais surtout, Tuchatchevski sera condamné comme agent allemand, sur la foi de documents falsifiés par les SS eux-mêmes, mais en toute connaissance de cause de Staline, qui en savait pertinemment la provenance. Tout se passe donc comme si Staline avait délibérément abusé les Occidentaux, français surtout, avec la complicité des services secrets nazis, dès 1936, 2 ans avant Munich, 3 ans avant le pacte. Cette complicité, c'était déjà la promesse de vente d'une alliance en bonne et due forme, signée en août 1939. Cela ne résout pas une seconde énigme, tout aussi étonnante. Comment Hitler a-t-il pu renier, fût-ce pour 2 ans, son anticommunisme fanatique? Pourquoi Hitler a-t-il donné son aval à ce renversement? Car il faut bien dire que si Staline avait toujours été réticent à affronter Hitler, l'inverse n'était pas vrai. Hitler a toujours, et sur tous les fronts de la politique internationale, cherché à en découdre avec les bolcheviks, considérant l'objectif de la destruction violente et de la colonisation de l'Union soviétique comme son objectif ultime. Dès 1933 ainsi, l'Allemagne nationale-socialiste courtise la Pologne du maréchal Pilsudski, l'Italie de Mussolini. Elle cherche à réconcilier la Chine anticommuniste du maréchal Chiang Kai-shek et le Japon impérial, toujours dans le même but. Pour Hitler, la première, la plus fondamentale raison du pacte germano-soviétique relève manifestement de sa volonté d'éviter enfin le vieux cauchemar allemand de la lutte sur 2 fronts, fatal à Guillaume II de 1914 à 1918. Désormais libéré de toute menace à l'Est, il peut concentrer toute la puissance militaire allemande sur la seule France, provoquant son effondrement en juin 1940. À partir de là, la soumission de toute l'Europe, de la Norvège à la Grèce en passant par les Pays-Bas et la Yougoslavie, n'est plus qu'un jeu d'enfant. Jamais une telle avancée sur tous les fronts n'eût été possible sans la neutralité bienveillante de l'Union soviétique stalinienne, sans son aide économique aussi, véritable tribut en céréales, acier et pétrole brut, livré à la machine de guerre nazie jusqu'aux dernières heures de juin 1941. Le pacte germano-soviétique est bien l'équation à demi masquée du triomphe hitlérien de 1939-40. Mais ensuite, seconde motivation plus subtile, les signaux répétés envoyés par Staline lui-même
ont convaincu d'abord les chefs des services secrets nazis, puis le Führer, de la réalité d'une autre politique soviétique. À la fin de 1936, Hitler assiste à la chute du maréchal Tukhachevski, son pire ennemi à Moscou. Il constate que Staline abandonne peu à peu, discrètement, la République espagnole à son triste sort dans le courant de 1937, et c'est alors qu'il décide d'avancer franchement contre la France et l'Angleterre, en annexant l'Autriche et en menaçant directement la Tchécoslovaquie. On a beaucoup dit qu'Hitler, tel Frédéric II de Prusse, son lointain devancier, était un joueur désespéré. Il savait en tout cas depuis longtemps que l'option soviétique était sérieuse, qu'elle lui permettrait de battre militairement la France, et pensait-il à tort d'imposer une paix de compromis à l'Angleterre. Mais attention, Hitler était beaucoup plus fou que tout ce que le génie meurtrier mais rationnel de Staline pouvait concevoir. Une fois la France vaincue, Hitler demande immédiatement à ses paladins consternés de préparer sans relâche la nouvelle guerre contre le bolchevisme. Bientôt, Staline doit envisager l'hypothèse du pire. Il pense alors qu'en apaisant le Japon, en gesticulant un peu avec les Anglais en Yougoslavie, il dissuadera Hitler d'une entreprise aussi folle que l'invasion de l'Union soviétique sur les traces de Napoléon Ier. En vain. Au fond, Staline aura commis vis-à-vis du nazisme la même erreur que Chamberlain à Munich. Il aura été victime du même aveuglement. Malheureusement pour le peuple russe, il n'y aura jamais de Churchill pour le remplacer au pied levé.